Imaginez un instant, au cœur vibrant de l'Afrique de l'Ouest, dans un paysage où les gratte-ciel côtoient les marchés animés et les ruelles poussiéreuses, un pays décide de changer les règles du jeu mondial. Ce pays, longtemps sous-estimé, tend un piège aux experts du renseignement venus des plus puissantes nations de la planète. Mais ici, pas de suspense hollywoodien, pas de bande-son dramatique. Simplement la vérité, brute et désarmante, une séquence filmée par une caméra de surveillance diffusée sans le moindre avertissement sur tous les écrans de télévision nationale, dans les foyers, les cafés, les bureaux administratifs. Sur la vidéo, on distingue clairement des ingénieurs français et israéliens, badge civil bien visible, pénétrant discrètement dans un centre de données à Dakar. Leur attitude est méthodique, presque banale. Ils consultent des dossiers marqués confidentiels, lisent pour des échanges internes, examinent des documents portant le sceau de l'Alliance des États du Sahel. Ils pensent en tout maîtriser, s'imaginent invisibles, alors qu'en réalité, chaque mouvement, chaque respiration même, est enregistré par une équipe locale, patiente et méticuleuse. Quelques minutes seulement après la diffusion de ces images, le président Ibrahim Traoré apparaît à l'écran. Son discours tranche avec l'attendu. Ni colère, ni menace, mais une voix posée, calme, presque clinique. Nous avons autorisé l'installation de ce centre, déclare-t-il. Nous avons permis l'usage de leur propre technologie, mais depuis le premier jour, nous avons scruté chaque action, chaque transfert, chaque tentative d'intrusion. C'est un séisme diplomatique. En quelques mots, la planète comprend qu'un État africain vient de déjouer une opération d'espionnage international, non seulement en la détectant, mais en la contrôlant de bout en bout. Les réseaux du renseignement mondial sont pris de court. L'Afrique, trop souvent vue comme simple spectatrice, démontre une capacité inédite à surveiller, anticiper et dicter le tempo du jeu numérique. La crédibilité des puissances étrangères vacille. La souveraineté nationale, elle, s'affirme brutalement. L'image de l'Afrique technologique s'en trouve métamorphosée irréversiblement. Ce coup d'éclat rappelle d'autres moments historiques où des nations jugées faibles ont surpris le monde par leur ingéniosité. On pense à la cryptanalyse polonaise qui, à la veille de la Seconde Guerre mondiale, permit de casser les premiers codes de l'énigma allemande. Ou encore à l'Inde qui, dans les années 70, lança sa propre industrie informatique pour ne plus dépendre des grandes firmes anglo-saxonnes. Ici, c'est le Burkina Faso qui, par une stratégie patiente, transforme une menace en opportunité. Dakar, longtemps considéré comme un terrain neutre, n'est plus le laboratoire des ambitions extérieures. Désormais, chaque acteur mondial sait que l'Afrique peut observer, anticiper et choisir le moment exact pour dévoiler une vérité au grand jour. Mais derrière cette révélation spectaculaire, une question demeure. Comment le Burkina Faso a-t-il pu retourner un piège technologique aussi sophistiqué et prendre de vitesse des experts venus de France, d'Israël et d'ailleurs ? Pour comprendre l'ampleur de ce retournement, il faut remonter à la genèse de l'opération. Tout commence par une proposition des plus séduisantes. La France, appuyée par les Émirats arabes unis, offre d'installer à Dakar un centre de données régional. Officiellement, il s'agit de renforcer la cybersécurité de l'Alliance des États du Sahel, de moderniser les infrastructures numériques, de doter la région de serveurs de pointe, de modules de chiffrement dernier cri, de solutions cloud ultra sécurisées. L'offre est alléchante, presque trop belle pour être refusée. Pour illustrer la tentation, rappelons-nous l'histoire du cheval de Troie. Les Grecs offrent un cadeau, en apparence inoffensif, mais qui cache une menace mortelle. Ici, le cadeau n'est pas en bois, mais fait de fibres optiques, de silicium et de lignes de code. Mais le Burkina Faso, sous la présidence d'Ibrahim Traoré, se montre d'une prudence extrême. Il accepte l'offre mais impose une condition non négociable, la souveraineté technique absolue. Chaque composant, chaque ligne de code, chaque procédure doit pouvoir être vérifiée, contrôlée et, si besoin, désactivée à distance par des experts burkinabés. Ce principe s'inspire de la doctrine du zéro confiance, déjà appliquée dans des pays comme la Russie, qui exige que chaque serveur stratégique soit sous surveillance nationale. Le Burkina Faso va même plus loin. Il construit en secret une infrastructure miroir, parfaitement calquée sur celle des partenaires étrangers. Chaque câble, chaque serveur, chaque routeur, installé par les consultants français ou israéliens, est dupliqué en toute discrétion dans une architecture jumelle. Cette double infrastructure permet de surveiller en temps réel la moindre tentative d'accès illicite, le plus petit transfert suspect, la moindre déviation par rapport aux protocoles officiels. Pour renforcer ce bouclier, une sandbox, autrement dit un environnement factice, est déployée.
C'est une fausse alliance des États du Sahel, des adresses électroniques inventées, des communications simulées, des itinéraires militaires fictifs, de faux échanges diplomatiques. Tout est crédible, mais rien n'est réel. Ce leurre semblable à ceux utilisés par les services de contre-espionnage israéliens pour tromper le KGB lors de la guerre froide attire irrésistiblement les intrus. Chaque connexion, chaque extraction de données devient ainsi une preuve documentée des méthodes et des intentions des agents étrangers. Ce dispositif ingénieux transforme la menace en arme défensive. Le Burkina Faso n'est plus une proie, mais un chasseur patient. Chaque action des partenaires est enregistrée, chaque mouvement suspect devient une pièce à conviction. Sans ce piège, le pays aurait risqué bien plus qu'une fuite de données. Il aurait perdu le contrôle de ses infrastructures vitales, exposant toute la région à des manipulations invisibles, aux conséquences potentiellement désastreuses. Prenons l'exemple de Stuxnet, le virus informatique développé par les États-Unis et Israël pour saboter le programme nucléaire iranien. Il a démontré qu'une intrusion numérique peut causer des dégâts matériels et stratégiques considérables. Le Burkina Faso, en piégeant ses propres infrastructures, s'assure qu'aucune opération de ce genre ne puisse lui être imposée à son insu. Mais la question essentielle demeure: comment les agents étrangers ont-ils tenté de contourner la vigilance burkinabé? Quels stratagèmes ont-ils déployés et comment se sont-ils eux-mêmes précipités dans le piège sans s'en rendre compte? Dès la première minute, chaque mouvement d'agents étrangers est passé au crible. Ils procèdent à des scans de réseau, tentent d'introduire des portes dérobées, parfois en exploitant des failles logicielles connues. Ils extraient en de volumineux volumes de ce qu'ils croient être des données sensibles. Rien n'échappe au dispositif de surveillance invisible. Les analystes burkinabés décortiquent chaque connexion, capturent sur chaque paquet de données, croisent les horaires, relient les adresses IP. Les preuves s'accumulent, solides, implacables. À titre d'exemple, lors d'une nuit de maintenance, un consultant israélien tente de télécharger un fichier volumineux, croyant avoir contourné les systèmes de sécurité. Mais ce fichier n'est qu'un leurre, chargé de métadonnées qui trahissent son origine et son itinéraire. Le lendemain, les experts burkinabés disposent d'une preuve supplémentaire, horodatée, impossible à nier. Face à ces preuves, la tentation aurait pu être grande d'organiser une expulsion discrète, de négocier en coulisses. Mais le Burkina Faso opte pour une stratégie beaucoup plus audacieuse, la révélation publique. Ce choix risqué vise à imposer le respect, à briser le silence, à changer le regard du monde sur l'Afrique. C'est un peu comme lorsque, dans les années 50, l'Union soviétique dévoile le survol de son territoire par l'avion espion américain U-2, provoquant une onde de choc mondiale et modifiant l'équilibre des forces. Ici, le Burkina Faso prend le pari de la transparence totale, quitte à déclencher une tempête diplomatique. La riposte étrangère ne se fait pas attendre. Les puissances concernées, surprises, lancent immédiatement des campagnes de désinformation. Des deepfakes, ces vidéos truquées impossibles à distinguer du réel, apparaissent sur les réseaux sociaux. De faux aveux, des documents fabriqués, des témoignages inventés sèment la confusion. L'opinion mondiale est prise de vertige, ballottée entre vérité et mensonge, incapable de démêler le vrai du faux. Mais là encore, le président Traoré avait anticipé ce nouvel affrontement, celui de l'image et du récit. Pour contrer la manipulation, il fait appel à la technologie blockchain. Chaque élément de preuve, vidéo, enregistrement, log informatique, est authentifié en temps réel, puis publié sur une plateforme consultable par tous. Des experts africains et internationaux, indépendants, sont invités à valider publiquement les éléments rendus accessibles. C'est une innovation majeure qui rappelle la stratégie adoptée par l'Estonie après les cyberattaques russes de 2007, rendre chaque action traçable, chaque donnée vérifiable, pour éviter toute falsification. Pour la première fois, l'Afrique ne se contente pas de se défendre, elle démontre, preuves irréfutables à l'appui, sa capacité à imposer la vérité. La réaction ne tarde pas. Dans toutes les capitales du continent, des gouvernements comme ceux du Sénégal, du Mali, du Togo ou du Ghana lancent des audits sur leurs propres centres de données. Des plateformes citoyennes réclament la publication de tous les contrats technologiques signés depuis plus de 10 années. Des experts, jusque-là marginalisés, sont sollicités pour évaluer la sécurité des infrastructures nationales. C'est un effet Ouagadougou. Désormais, espionner un pays africain ne signifie plus simplement risquer un scandale, mais s'exposer à une perte de réputation, à une crise politique, à une remise en cause des équilibres diplomatiques. Les opérateurs étrangers comprennent que plus aucune technologie ne garantit l'impunité face à une souveraineté numérique assumée. Prenons un cas concret.
En Afrique du Sud, après la révélation du scandale burkinabé, le Parlement ordonne un audit complet des réseaux informatiques gouvernementaux. On découvre que plusieurs serveurs stratégiques sont gérés à distance par des prestataires européens. Dans la foulée, un plan de rapatriement des données est voté à l'unanimité, preuve que l'exemple du Burkina Faso inspire des changements immédiats et concrets. Tout se joue désormais sur la légitimité du récit africain. Si le continent l'emporte dans cette bataille narrative, il gagne le droit de fixer ses propres règles, de choisir ses partenaires, de bâtir une économie numérique autonome. En cas d'échec, c'est le retour à la dépendance, à la surveillance, à l'effacement. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Face à la tempête, une doctrine nouvelle émerge. Transformer le choc en stratégie continentale, faire de la transparence le socle d'une Afrique numérique souveraine. Dans ce contexte, l'Union africaine proclame le pacte souverain des données. Ce texte oblige chaque État à placer ses infrastructures critiques sous contrôle national strict. Des audits réguliers, menés par des experts africains, deviennent obligatoires. Plus aucun serveur stratégique ne peut désormais échapper à la supervision directe des gouvernements du continent. Cette dynamique dépasse la régulation technique. Des partenariats sud-sud voient le jour. Le Burkina Faso, le Nigeria, l'Inde et le Brésil unissent leurs efforts pour développer des logiciels libres adaptés aux besoins locaux. De véritables écosystèmes technologiques émergent, portés par une ambition commune. Inventer des outils conçus par et pour l'Afrique, à l'image du système d'exploitation Ubuntu, né en Afrique du Sud. Pour garantir la pérennité de cette stratégie, la formation devient une priorité nationale. Partout, des écoles spécialisées en cybersécurité ouvrent leurs portes, financées par des fonds publics et privés. Des milliers de jeunes talents accèdent à une expertise de pointe. La souveraineté numérique s'impose comme un secteur d'excellence, générateur d'emplois et de prestige, à l'instar de la Silicon Valley californienne, qui a propulsé les États-Unis au rang de première puissance technologique mondiale. Le modèle burkinabé, fondé sur la transparence, la patience et l'innovation stratégique, inspire au-delà des frontières du continent. En Amérique latine, au Vietnam, mais aussi au sein de la société civile européenne, les méthodes du Sahel deviennent des références pour réinventer les politiques numériques. Ce bouleversement n'est pas seulement technique. Il touche la dignité, l'affirmation de soi, l'émancipation collective. Les débats évoluent, il ne s'agit plus de technologie, mais d'éducation, de confiance, du droit de choisir sa voie. Un peu comme dans les années 60, les pays africains nouvellement indépendants ont créé leurs propres universités pour sortir de la dépendance intellectuelle. À chaque étape, ce nouvel élan africain rappelle un enjeu vital. Garder la maîtrise de ses données, de ses infrastructures, de sa vision du futur. Perdre cette autonomie, c'est risquer la manipulation, l'effacement, la dépendance. La conquérir, c'est ouvrir la voie à d'autres régions du monde désireuses de s'émanciper à leur tour. Pourtant, cet équilibre reste fragile. Les puissances étrangères n'ont pas dit leur dernier mot. Déjà, des sociétés de cybersécurité occidentales proposent de nouveaux contrats promettant des solutions inviolables. Des diplomates multiplient les visites, tentant de rassurer, de négocier, voire de diviser les États africains entre eux. Il faut donc rester vigilant. La souveraineté n'est pas un slogan, c'est un engagement quotidien. Elle se démontre par des actions concrètes, des audits, des formations, la publication régulière de rapports de sécurité. Chaque citoyen peut contribuer en exigeant la transparence sur la gestion des données, en participant à des débats publics, en soutenant les initiatives locales. À titre d'exemple, au Rwanda, une plateforme citoyenne permet à la population de signaler anonymement toute anomalie détectée dans les services publics numériques. Ce type d'initiative, simple et efficace, renforce la vigilance collective. Ce que le Burkina Faso vient d'accomplir dépasse la simple anecdote géopolitique. C'est une démonstration de force tranquille, un signal adressé au monde entier. Un nouvel équilibre est possible, même là où l'on n'attendait pas la moindre résistance. Là où, hier encore, l'Afrique semblait le terrain de jeu des puissances étrangères, elle impose aujourd'hui une stratégie patiente, méthodique et surtout audacieuse. Souvenez-vous, face à une opération d'espionnage international orchestrée par des experts venus de France et d'Israël, dotés de moyens dignes des plus grandes agences, le Burkina Faso n'a pas simplement déjoué la manœuvre. Il l'a documenté, chaque geste, chaque accès, chaque tentative. Les preuves sont là, solides, irréfutables. En exposant ces faits, Ouagadougou n'a pas seulement protégé ses infrastructures, il a brisé le tabou de l'impuissance africaine devant les architectures numériques étrangères. Il a inversé la logique de la dépendance, transformant une offre de coopération en leçon de vigilance et de maîtrise technologique.
Imaginez la portée mondiale de cet exemple. D'un côté, certains pays préfèrent attendre la discrétion, espérant des compromis ou des sanctions symboliques. De l'autre, le Burkina Faso choisit la lumière. Il dévoile l'espionnage, démontre la capacité d'encaisser, de riposter sans violence, sans bruit, mais avec des faits. Ce n'est pas une victoire isolée, c'est un appel à la réappropriation, à la défense active des infrastructures numériques nationales. La souveraineté numérique n'est jamais acquise. Elle se construit chaque jour par l'anticipation, l'observation, la compréhension des outils et méthodes qui redessinent notre monde. C'est un effort collectif, exigeant, mais porteur d'espoir. Désormais, un précédent existe. Il est possible d'imposer ses règles, de refuser la fatalité, d'écrire son propre futur. Ne pas agir, c'est accepter que d'autres écrivent votre histoire à votre place, manipulent de vos données, décident de votre avenir. Choisir d'être acteur, c'est opter pour la transparence, l'ingéniosité, la patience, tout en gardant la main sur ce qui fait la richesse d'une nation, ses informations, ses ressources, son autonomie. Le Burkina Faso a ouvert la voie, mais la responsabilité appartient à chacun. La vigilance ne doit plus être passive, elle doit devenir créative, proactive, éveillée. La souveraineté se gagne non seulement par la technique, mais aussi par la volonté politique et le courage moral. Alors la question demeure, brûlante et urgente, face à la tentation d'abandonner nos infrastructures, nos données et notre destin aux intérêts extérieurs, sommes-nous prêts à réagir, à inventer notre futur numérique, à imposer notre voix sur la scène mondiale? L'histoire ne fait que commencer. La souveraineté ne se proclame pas, elle se démontre pas à pas, preuve après preuve, action après action. À qui le tour d'oser?